En gros, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il me semble que par la littérature, on peut dégager le tableau cohérent de toute la destruction des services publics. Tu vois, donc la SNCF, la Poste, EDF, l'Office national des forêts, la recherche, l'audiovisuel public, enfin ça s'arrête jamais, l'hôpital public, etc. Tout ça, c'est un même mécanisme, dans tous ces lieux, c'est un même mécanisme qui est à l'œuvre. Moi, je trouve que finalement, ça me frappe beaucoup, les logiques du capitalisme s'en sortent toujours très bien. On n'arrive jamais à les montrer nettement. Et finalement, même dans l'art du monde vivant, etc., c'est pas une chose qu'on aperçoit. On nous parle des invisibles, on nous les fait surgir, mais on nous montre pas les invisibles structurels qui les détruisent. Par exemple, tu vois, les gilets jaunes, moi c'était un truc qui me frappait beaucoup, les gilets jaunes, ils se prenaient les deux branches dans la tête. La branche salariale quand ils étaient dans le privé, la branche des marchés de dette quand ils étaient dans le public, et comme usagers de toute façon, la branche du public. Et il y avait une chose qui était frappante, c'est que par exemple, leur revendication contre l'ISF, au fur et à mesure, à force de se recevoir la canonnade hégémonique qui leur disait « on va perdre notre attractivité, les cerveaux vont quitter la France, etc. », ils ont fini par douter de la légitimité de leur réclamation. Et tu vois, ça c'est typiquement, c'est ça que j'essaye de contrecarrer là où je peux, avec l'impact que je peux avoir, mais c'est vraiment l'idée de mettre à disposition, très concentré, très stylisé, toutes les logiques, comment elles fonctionnent, pour qu'on puisse tout de suite réagir quand on te sort la rengaine et qu'elle t'arrive de toute la stéréophonie comme ça et que tu sais plus si t'as raison ou si t'as tort. Voilà. C'est la raison de la dette publique. Et en gros, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il me semble que par la littérature, on peut dégager le tableau cohérent de toute la destruction des services publics. Tu vois, donc la SNCF, la Poste, EDF, l'Office national des forêts, la recherche, l'audiovisuel public, enfin ça s'arrête jamais, l'hôpital public, etc. Tout ça, c'est un même mécanisme, dans tous ces lieux, c'est un même mécanisme qui est à l'œuvre. Et très peu de gens le savent en vérité, ou en tout cas, enfin moi j'en ai rencontré très peu, à part les économistes bien sûr. Et donc du coup, moi dans Personne ne sort les fusils, je me suis attaquée à la première branche, parce qu'en réalité le capitalisme financiarisé a deux branches qui lui permettent d'intervenir sur l'ordre politique et de le gouverner en réalité. La première branche, c'est celle qui s'abat sur les salariés et qui passe par les marchés d'action. C'est celle que j'ai appelée dans le livre précédent, Personne ne sort les fusils, il faut libérer du cash flow. C'est ce discours automatique-là. Et donc parce que c'est l'exigence de la rentabilité, etc. Et la deuxième branche, c'est la branche des marchés de dette. Et celle-ci, elle permet aux investisseurs d'exiger un certain comportement des États au nom de la soutenabilité de la dette. Et celle-ci, elle s'abat sur les services publics, donc à la fois les salariés et les usagers. Et donc, moi, je voulais parvenir à faire apercevoir cette logique-là. Et dans mon esprit, tu vois, c'est aussi important de saisir comment le capitalisme nous écrase que de saisir comment le patriarcat ou je ne sais quoi, les logiques du capitalisme détruisent l'environnement. Ce que peu de gens d'ailleurs finalement dégagent également. Moi je trouve que finalement ça me frappe beaucoup, les logiques du capitalisme s'en sortent toujours très bien. On n'arrive jamais à les montrer nettement. Et finalement, même dans l'art du monde vivant, etc., c'est pas une chose qu'on aperçoit. On nous parle des invisibles, on nous les fait surgir, mais on nous montre pas les invisibles structurels qui les détruisent. Et moi, ça, c'est une préoccupation que j'ai. Et il me semble que là, les personnes sont détruites par ça, au même titre, tu vois, dans le salariat et dans les services publics. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est ça. Ok, mais parce que en fait, en gros, tu considères que la dette publique est une manière de visibiliser ces fameuses structures qui existent et qui... parce qu'il me semble que la destruction des services publics, pour le coup, c'est un effet de corrosion que subit toute la société française, tu vois, qui plonge notamment les trucs de redistribution, la protection sociale, la continuation du salaire, ça prive les gens. L'hôpital, enfin, je veux dire là pendant le confinement, moi j'ai commencé en fait ce livre, avant j'ai fait un podcast sur le même sujet et j'ai commencé pendant le confinement le premier. Parce que l'hôpital submergé, jamais parmi les causes n'était évoqué simplement ce que le capitalisme néolibéral en a fait, tu vois, tout simplement. Parce que c'est pas l'hôpital public qui fonctionne mal, c'est ce qu'on en a fait avec la managérialisation. Donc tu vois, c'est pareil. Et pourquoi ? Parce qu'on l'ajuste aux exigences des actionnaires. Enfin, pas des actionnaires en l'occurrence, des investisseurs. Mais tu vois, c'est ça que je voulais faire apparaître. C'est qu'on arrête de parler d'autre chose que de ce qui est en train de produire la destruction véritablement, quoi. Voilà. Oui, en fait, l'objet du livre n'est pas tant la dette en tant que quantité d'argent emprunté à quelqu'un que la construction langagière qui fait de la dette un objet politique indépassable. Comment ça marche, ce corpus langagier
qui défigurent les opérations de la finance et qui, pour nous, les transforment en histoire morale, mobilisant des affects de peur ou alors des affects héroïques, comme dans Il faut libérer du cash flow. Et c'est ça que j'essaye de démonter, voilà. Alors évidemment, il y a des sursauts, etc. Et au moment où il y avait le truc des gilets jaunes, c'était formidable parce que toutes ces questions-là étaient soudainement dépliées. Mais c'était un effort énorme et le maintenir sur des mois avec tout ce que ça coûtait matériellement, etc. C'est là que tu te dis, bon, bah, ça peut servir à quelque chose. Non pas pour se résigner, mais moi c'est pour ça que j'ai fait ça, je sais pas, d'aller un peu plus dans le sens de produire des démontages très rapides, tu vois, pour provoquer, je sais pas, c'est une sorte de truc, ça me fait penser à de l'autodéfense en fait. C'est je réponds après précisément sur ce que tu m'as demandé, mais tu vois, par exemple, moi il y a plein de gens, ça me fait extrêmement plaisir, qui me disent « Ah, c'est génial, parce que maintenant, quand mon référent de la médecine du travail me dit « Vous êtes un poids pour la société, il est temps de vous responsabiliser, votre handicap nous coûte cher, etc. » Je lui dis « Non, c'est pas ça, en fait. Je vais vous expliquer ce qui se passe. » Et quand les gens me disent qu'ils ont fait ça, moi, je me dis que ça sert à quelque chose, tu vois. Mais c'est parce qu'il faut fournir tout le démontage. Il faut qu'ils viennent, à chaque fois qu'ils te sortent leur truc, tac, il faut que ça ressorte. Et moi, il y en a plein de gens qui m'ont dit ça. Soit, là encore la semaine dernière, une jeune fille qui m'a dit j'ai été prise en évaluation par 3 managers, machin, qui ont commencé à me sortir tous leurs trucs, mais je connaissais tout le discours grâce au bouquin. Bon, bah tu vois, c'est un truc de défense, vraiment. J'ai voulu me tirer de ma propre impuissance au départ. Vraiment, c'était une sorte de réflexe de survie comme ça. Et quand j'ai compris comment les structures du capitalisme financiarisé, dans leurs 2 branches, la branche actionnariale et la branche des marchés de dette, produisaient les 2 situations de déréliction salariale d'un côté, des services publics de l'autre, ça a produit pour moi une sorte d'effet de remise en sens, vraiment un truc de libération, de distinguer l'ennemi, donc un ennemi structurel, mais évidemment après on distingue aussi ceux qui ont construit la structure, ceux qui la font fonctionner, et il m'a semblé que moi ça produisait pour moi un effet libérateur, donc j'ai essayé de reproduire cette remise en sens, en sachant que l'objet qui m'intéresse du coup, il est gigogne, il a 3 dimensions. Il y a une dimension pulsionnelle, qui est la pulsion d'extraction illimitée et forcenée du profit. Cette pulsion, c'est donner des structures pour se réaliser. Donc, ce sont celles du capitalisme qui est devenu notre ordre social, dans sa forme très féroce qui est celle du capitalisme financiarisé. Et après, il y a tout un processus de défiguration langagière et normatif, qui est l'hégémonie dont tu parlais, puisque je réutilise les concepts de Gramsci pour en parler. Et à chaque fois, mon travail, c'est d'essayer d'attraper les 3 aspects de l'objet pour faire surgir les contours de l'ennemi et donc permettre de percevoir les causes de la déréliction qu'on ressent. Du côté de la branche actionnariale, donc celle qui s'abat sur le salariat, en gros, il s'agit de transfigurer la surexploitation des salariés. Donc là, ils ont bâti une espèce de geste héroïque en toc, qui repose sur ce que j'appelle, dans Personne ne sort les fusils, la concunovation. C'est un néologisme qui parle de l'innovation concurrentielle, qu'ils ont transformé donc en registre épique absurde. Tout ça, pourquoi ? Pour surmobiliser les salariés pour leur surexploitation. Donc à chaque fois, il s'agit de retourner complètement ce qu'il faut faire. Et là, dans le cas de la dette publique, le registre est totalement différent. Parce qu'on ne peut pas vraiment héroïser cette histoire de réduction des services publics. À un moment donné, il faut juste faire accepter aux gens qu'ils perdent tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à mobiliser. Donc du coup, le registre de la dette publique, il est beaucoup plus du côté... c'est ce que j'ai utilisé comme image dans le texte, du conte pour enfants, parce qu'on mobilise des affects de peur et une résolution morale. En gros, l'histoire, c'est toujours la même, c'est il va se passer quelque chose de terrible si on ne réduit pas les dépenses publiques, la dette sera hors de contrôle, vous allez voir, ce sera horrible, donc il faut que vous acceptiez qu'on supprime tous les services publics les uns après les autres. Et autour de ça, il y a 6 figures de style qui construisent ce discours. Il y en a une que j'appelle la cuculisation, en reprenant un concept de Gombrowicz. Bon, en gros, c'est un synonyme d'infantilisation dans le texte. La deuxième, c'est la technicisation, que j'ai évoquée tout à l'heure. La troisième, la moralisation, qui a vraiment une place considérable. Et ensuite, l'inversion et l'escamotage. J'ai dit qu'il y en avait 6, mais j'en manque une, là. Je ne sais plus laquelle c'est. La terrorisation, l'inversion et l'escamotage, qui sont en fait toutes les figures qui repassent en permanence dans le discours et qui finissent par nous ligoter vraiment intégralement. Enfin, on est basculé d'un truc à l'autre, mais il n'est jamais question des choses dont il s'agit réellement. Si tu produis pas l'analyse, c'est ça le problème, il faut quand même avoir les mécanismes macroéconomiques. Sinon, tu peux pas, finalement, c'est ça le problème de la stéréophonie hégémonique, c'est que comme le discours est diffus,
qu'il arrive d'un nombre énorme d'émetteurs qui sont apparemment distincts les uns des autres, qui n'ont visiblement pas les mêmes intérêts, c'est toute la réussite du truc, et que tous te disent la même chose et que tu n'as pas le premier moyen pour démonter, bah tu te dis ça doit être vrai. Tu vois, moi c'est ça qui me frappe. Ouais. Le plus dur pour moi, et je continue de penser que c'est essentiel, c'est de lutter contre cette figure typique du néolibéralisme qui est la technicisation, qui consiste à dissoudre la politique dans la technique, et du coup à retirer à la connaissance et à la délibération des populations tous les considérants qui décident de leur situation réelle. Et donc ça, c'est un truc que j'ai essayé de contrecarrer en permanence, en rétablissant les opérations réelles qui se cachent derrière des formules dont plus personne ne sait ce qu'elles veulent dire. Enfin, d'ailleurs, personne n'a jamais su sans doute, parmi les gens qui les subissent. Mais donc, du coup, moi, ça m'a demandé un travail énorme, mais essayer d'arriver à rétablir une visibilité, parce que du coup, au lieu de l'effet sédatif des formules hégémoniques, ça produit je pense un espèce d'effet réactionnel ils sont en train de nous faire ça. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Puis après, il y a deux aspects qui tiennent cette fois-ci moins aux structures qu'aux opérateurs de la structure, les ingénieurs et les commandants, pour reprendre l'analogie de Kafka. Et là, du coup, l'idée, c'est plutôt de faire apparaître, parce que ce qu'efface l'hégémonie, ce qu'elle défigure et que j'essaye de refigurer, c'est l'ordre de domination dans sa violence, c'est-à-dire la violence de l'exploitation, les différences de conditions. Et donc, ça aussi, j'ai essayé de le rétablir dans le texte, c'est-à-dire faire apparaître la gamme de félicités tendanciellement toujours accrues, que les structures produisent nécessairement pour les dominants, et auxquels du coup ils n'auront jamais l'intention de renoncer. Je sais que c'est évident, mais en fait, je l'ai vu au procès France Télécom, ça continue de fonctionner, cette espèce d'histoire à dormir debout, c'est le cas de le dire, que la raison, la vertu, la morale pourrait modifier le capitalisme dans le bon sens sans qu'on touche les structures. Et donc moi ce que j'essaye de faire apercevoir, c'est à quel point, puisqu'il est dans l'ordre des choses que ces gens prennent tout et nous massacrent sans aucun problème, jamais ils n'arrêteront. Donc c'est aussi un des trucs que je voulais créer en court-circuit dans la tête, pour qu'on arrête d'attendre des choses qui ne se produiront pas. Moi, effectivement, en plus, en ce moment, il y a tous les questionnements sur la question de la dette publique, etc. Mais ce que je crois, c'est que de toute façon, une autre machine disciplinaire reprendrait le dessus, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, ils ont toujours le même fonctionnement. Ils sanctuarisent à l'intérieur, par exemple, là, il y a eu un projet de loi encore la semaine dernière, où à chaque fois, ils veulent inscrire en amont même de toutes les décisions politiques l'impossibilité de dépasser tel seuil de déficit, de dépasser tel seuil de déficit, et en fait, ça produit de fait une direction des politiques publiques. Tu vois, toujours la même en plus, enfin, on la connaît, donc c'est la destruction complète de l'État social. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que, tout simplement, ces trucs produisent une situation pourrie, et on n'arrive pas à voir que cette situation est déjà pourrie en amont à cause des structures. Par exemple, tu vois, il y a un cas que je trouve très exemplaire, c'est pas sur la dette, là, c'est sur l'autre branche, c'est sur la branche actionnariale. Moi, j'ai écrit un texte sur lui aussi, c'est le cas de Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, qui est un peu l'étoile de la RSE, donc de la responsabilité sociale des entreprises, qui faisait semblant d'être en train de révolutionner le capitalisme de l'intérieur, d'en faire quelque chose de bon. Bon, évidemment, c'est pas vrai, mais peu importe, il y croyait beaucoup, il s'identifiait au Christ, et les médias se ruent sur ce genre d'aubaine, évidemment, parce que c'est formidable, on est en train de tout changer sans rien changer. Oui. Et simplement, Emmanuel Faber, quand Danone a perdu de la rentabilité à cause du Covid, il a été dégagé. Fini l'histoire, c'est fini. C'est ça la réalité, tu vois, c'est pas de l'abstraction. Moi, je suis pas capable de produire un autre raisonnement, c'est à vous de le faire. Tu vois, là, je vous laisse. Moi, je peux faire un truc propédeutique, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire desserrer le maillage, juste pour que puisse s'amorcer d'autres raisonnements. Mais ça, c'est exactement ce que dit Fanon dans Les damnés de la Terre. Il dit la même chose, c'est-à-dire, tu ne peux pas considérer là je reprends ces exemples à lui, que les colonisés vont pouvoir penser hors de la logique des colonisateurs tant que tu n'as pas desserré cette espèce d'étau signifiant, imaginaire et normatif dans lequel on est pris.